Un coup de neuf a été donné au musée Nicolas Sursock, suite à d'importants travaux de rénovation et d'extension. Cette ambitieuse extension va permettre à l'institution de prendre un nouveau départ. Beyrouth, fin 19e, début du 20e siècle, vue par des peintres libanais et étrangers. Une époque où le Liban était sous occupation ottomane. D'origine ottomane, les Sursock sont venus à Beyrouth de la Turquie, après la chute de Constantinople. Ils ont élu domicile à Beyrouth, au cœur de la colline d'Achrafiyeh, dans un quartier qui plus tard a porté leur nom, quartier Sursock. Les Sursock détenaient un véritable empire foncier, agricole et industriel, qui s'étendait de la Turquie jusqu'en Égypte, en passant par la Syrie et la Palestine. Ils y construisirent plusieurs belles demeures et hôtels particuliers, entourés de parcs luxuriants. Quelques-unes de ces demeures ont résisté à l'assaut du modernisme et sont restées intactes jusqu'à nos jours. Bien d'autres ont disparu, en laissant place à des constructions modernes. C'est en 1912 que Nicolas Ibrahim Sursock acheva la construction de son hôtel particulier. Œuvre des maîtres maçons libanais, il suit les règles fixes de l'architecture de l'époque. 2 étages, 3 arcades, double fenêtre. Ce joyau architectural enlacé par un gracieux escalier en marbre à double volée constitue en soi un musée. La façade blanche rythmée de hautes baies et ornée de vitraux colorés est un bel exemple d'éclectisme qui combine subtilement arts italiens et orientaux. À l'intérieur, le souci d'arabité est marqué par le salon arabe, qui se distingue par ses murs et son plafond, revêtus de boiseries peintes de Damas. Vers 1875, Ibrahim Sursock a donné naissance à son fils, Nicolas. On connaît peu de choses sur l'enfance et la vie de Nicolas Sursock. Homme élégant, célibataire endurci, discret, menant la vie agréable de la haute bourgeoisie beyroutine. Épris de voyage, il s'embarquait vers la France, l'Égypte ou l'Italie, au gré de ses envies. Amoureux de belles choses, il ramenait avec lui icônes rares, beaux livres, œuvres d'art, objets de collection, venus de Chine, de Perse, de Jérusalem ou de France. Il se plaisait de temps à autre d'inviter chez lui le beau monde beyroutin de l'époque. Peu avant sa mort, survenue dans la nuit du 28-29 décembre 1952, Nicolas Sursock a rédigé en arabe son testament, scellé le 19 janvier 1952, souhaitant que sa demeure fût transformée en musée. Je tiens à ce qu'il existe à Beyrouth, capitale de la République libanaise, des musées et des salles d'exposition ouverts à tous, où seront conservés et présentés chefs-d'œuvre et antiquités. Nicolas Sursock. Le nouveau musée Sursock est légué à la ville de Beyrouth. Il est placé sous la tutelle du président de la municipalité en fonction. Ce n'est que le 11 mai 1960, presque 8 ans plus tard, que la volonté du donateur fut honorée et l'hôtel particulier de Nicolas Sursock devint officiellement le musée Nicolas Ibrahim Sursock. Le 18 novembre 1961, Lady Yvonne Sursock Cochrane, la première présidente du comité du musée, et le conservateur Camille Aboussouane lancent les salons d'automne. Les artistes peintres et sculpteurs libanais avaient enfin trouvé l'espace et les simèses nécessaires pour exposer leurs œuvres au public libanais et étranger. Ainsi se sont succédés les salons d'automne, année après année.
Il constituait l'une des manifestations annuelles les plus marquantes de la vie artistique du pays. Au fil des ans, grâce aux généreuses donations faites par les artistes eux-mêmes, à des acquisitions et à quelques collectionneurs donateurs, le musée s'est doté d'une importante collection permanente de tableaux, de sculptures et d'autres objets de valeur. Rangés dans des armoires métalliques, dans le 3e sous-sol de l'extension du musée, cette collection constitue aujourd'hui une véritable rétrospective des arts plastiques au Liban. Parallèlement au Salon d'automne, le musée a organisé près de 115 expositions et rétrospectives diverses, certaines avec le concours des musées et des institutions culturelles étrangères. Des expositions thématiques et des expositions itinérantes d'artistes étrangers et arabes. Cependant, le musée a dû suspendre ses activités 2 fois, de 1970 à 1974 pour des travaux de réaménagement et de 1976 à 1981 en raison de la guerre. Depuis 1990, le musée a voulu rendre hommage aux grands artistes et poètes libanais disparus en organisant différentes rétrospectives et expositions.
En 2001, un plan de rénovation, d'extension et de réaménagement du musée a été présenté par l'architecte français Jean-Michel Villemotte et l'architecte associé libanais Jacques Abou Khaled. Ce plan propose d'une part la mise aux normes et la réhabilitation du vieux bâtiment dans le respect de la tradition, et d'autre part l'aménagement d'espaces de 4 sous-sols d'une superficie de 7000 m², creusés sous le jardin et l'esplanade du musée. Les études ont débuté en 2000 et le grand chantier a été lancé en 2007. Or, des problèmes liés à des complications administratives et surtout à la guerre de 2006 ont modifié le calendrier des travaux prévus à l'origine. Aujourd'hui, le vieux bâtiment a retrouvé tout son éclat. La façade, les fenêtres, les arcades, les vitraux, altérés par l'usure du temps et les années de guerre, ont été remis à neuf. Les escaliers à double volet d'origine, démolis durant la construction, ont été refaits à l'identique. Le parvis, un grand carré minéral, a été conçu comme espace d'exposition à ciel ouvert. Il peut aussi accueillir des concerts, des spectacles et autres manifestations culturelles. Le parvis nous conduit vers la nouvelle entrée de plain-pied du musée. Tout a été mis à niveau pour faciliter l'accès aux handicapés. La salle de réception du musée, dominée par la pierre et le bois de chêne, assure les différents services des visiteurs. Un couloir nous conduit aux escaliers et à l'ascenseur qui relie le rez-de-chaussée aux étages et au sous-sol et détermine les axes de circulation des visiteurs. Le premier étage historique a été entièrement rénové. Le mobilier, les portes, les sols, les vitraux, la peinture et les boiseries. En se basant sur les rares photos d'archives, les motifs des vitraux ont été repris et refaits de nouveau. Les verres colorés proviennent de la verrerie de Saint-Just, Saint-Gobain en France. Le travail a été exécuté par des maîtres verriers libanais. Le salon arabe entièrement restauré et maintenu en l'état est la pièce centrale du bâtiment historique. Il se distingue par ses murs et ses plafonds, revêtus de boiseries peintes de Damas, aux motifs floraux et végétaux. Un élégant panneau en céramique à mihrab, exécuté au début du XVIIe siècle par des faïenciers de Damas, prône au centre du salon. En démontant la boiserie pour être nettoyée et restaurée, des peintures murales et des plafonds peints ont été mis à jour et témoignent des traitements d'origine. Au deuxième étage, une grande salle de 400 m² occupe l'espace. Elle est prévue pour accueillir sur ses 6 mèzes la collection permanente qui repose dans la nouvelle réserve du 3e sous-sol. Cette salle a été entièrement remodelée et transformée en un espace d'exposition à géométrie variable. Des cloisons coulissent et pivotent pour s'adapter aux exigences spécifiques d'un accrochage. L'ensemble architectural des espaces construits dans le sous-sol se distingue par sa sobriété et son élégance. La grande qualité du matériel choisi, un mélange judicieux de bois de chêne, de verre, de pierre
ainsi que l'harmonie des tonalités neutres, vous inspire calme et quiétude. Une passerelle en verre surplombe le hall central à double volume ouvert au public et relie les activités du premier sous-sol. La bibliothèque médiathèque, qui sera équipée de 40 ordinateurs, sera mise à la disposition des chercheurs et des universitaires qui peuvent avoir accès à des documents imprimés, audiovisuels et multimédia. Au deuxième sous-sol, 2 portes gigantesques, conçues comme pour un coffre-fort, offrent une résistance et une sécurité maximales. Elles se fondent totalement avec le mur. Ces portes s'ouvrent à la salle maîtresse du nouveau bâtiment qui accueillera les expositions temporaires. D'une superficie de 650 mètres carrés et d'une hauteur de 6 mètres, cette salle se déroule d'un seul tenant, sans piliers. De grandes cloisons mobiles, à structure métallique, glissant sur des roulettes, modulent l'espace selon la muséographie et la scénographie des expositions. Un système numérisé gère l'éclairage avec précision, selon les besoins de chaque exposition. 6 lanternaux diffusent la lumière du jour. Ils sont équipés de rideaux horizontaux, intégrés, qui permettent d'obscurcir complètement la salle en cas de besoin. La grande salle d'exposition s'ouvre sur un espace destiné à recevoir les œuvres, à les déballer et les préparer pour être exposées. L'auditorium multifonctionnel, dont la salle et le balcon peuvent accueillir 160 personnes, bénéficie des dernières techniques en matière de son et d'image. Il dispose aussi d'un écran de 9 mètres de large. Les murs sont revêtus de bois en nervure horizontale, intégrant des matériaux absorbants pour une acoustique optimum. L'auditorium est pourvu d'un équipement d'interprétation simultanée et il est destiné à accueillir une variété d'événements. Le troisième sous-sol abrite les réserves du musée. Des icônes anciennes, des livres rares, la collection permanente des tableaux et des sculptures, et bien d'autres objets encore. Cet espace est sous contrôle permanent afin de garder une température et une humidité adéquates et constantes, nécessaires à la conservation. À côté de la salle des réserves se trouve l'atelier de restauration. Des tableaux endommagés sont en cours de restauration, d'autres attendent leur tour. Plusieurs tableaux ont retrouvé leur aspect original et vont bientôt rejoindre la réserve. Le bâtiment est équipé de vidéosurveillance et d'un système de contrôle qui répond aux normes internationales et qui lui assure une sécurité totale à tous les niveaux. En remontant à la surface, le café-boutique occupe discrètement la partie orientale du parvis.
Enveloppé par un verre spécial qui le protège de la chaleur et de la lumière excessive, le café fusionne avec le parvis et le jardin et offre une vue imprenable sur la belle façade du musée. À la veille de la réouverture, une effervescence particulière règne au musée. On procède aux derniers travaux et à l'accrochage des œuvres. Comme l'a écrit l'éditorialiste Georges Nakache dans les colonnes de l'Orient en 1952, Beyrouth manquait d'un musée d'art. Le voici, la grille entr'ouverte, grâce à Nicolas Sursock. Et que mes concitoyens apprécient les arts et développent un instinct artistique, a écrit le donateur dans son testament. Le musée Nicolas Ibrahim Sursock est aujourd'hui fier de réouvrir ses portes aux artistes créateurs et au public libanais et étranger, en redonnant ainsi à la ville de Beyrouth un espace artistique et culturel qui compte désormais parmi les plus beaux musées du monde.